C'est l'heure de retrouver nos invités sur la French Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur la French Radio, bien entendu, là où vous nous écoutez. Bienvenue sur BJUC.live, la nouvelle plateforme où aujourd'hui nous avons un invité que nous connaissons déjà, qui est Stéphane Vogetta, qui est notre député. Voilà, ça fait 1 an qu'il a été réélu député. Nous avons reçu évidemment sa newsletter, son information, d'ailleurs hier, avec pas mal de sujets qu'il a pu développer. Par rapport à ces sujets, évidemment, un certain nombre de personnes se sont manifestées. Il y a pas mal de questions qui nous sont arrivées déjà, et puis des gens qui veulent s'exprimer aussi en direct. Donc, ce sera la meilleure des choses. Si vous voulez, bien entendu, participer à cet événement, venir parler, prendre directement la parole et s'adresser directement à notre député, eh bien, vous n'hésitez pas, vous vous connectez directement sur bjuicy.live et là, vous rentrez, vous créez votre nom, que ce soit par Google, Facebook ou n'importe quel, ou sinon vous rentrez votre nom directement, vous rentrez, c'est relativement très rapide, et ensuite, eh bien, vous pourrez lever la main, poser votre question directement à notre député. On a un certain nombre de questions, évidemment, que nous allons évoquer avec lui, qui sont déjà pour certaines, évidemment, repris dans le document qui nous est parvenu hier, mais puis voilà, qui démontre un travail assidu à l'Assemblée et beaucoup de balades dans l'ensemble de la circonscription. Stéphane Vogetta, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous et à tous les auditeurs de la French Radio Portugal. Voilà, on est ravis de vous avoir aujourd'hui, donc en direct, voilà, ce qui permet évidemment, grâce aux technologies aujourd'hui, eh bien, plutôt que de se déplacer et de devoir couvrir l'ensemble du territoire, ce qui est jamais forcément évident, eh bien, au moins les gens vont pouvoir converser avec vous, vous poser toutes les questions et puis surtout être capable de, je pense que vous allez pouvoir effectivement leur apporter un certain nombre de réponses. Donc Stéphane, je pense qu'on va évidemment aborder un certain nombre de sujets. J'ai un sujet qui revient fréquemment, d'ailleurs, si on le regarde sur le chat, et d'ailleurs, Stéphane, vous pouvez le voir, il y a des personnes qui sont déjà exprimées, dont Pierre Albared, permis de conduire IMT galère. Par rapport à ça, voilà un peu les sujets. Fiscalement, c'est quoi une résidence de repli? Christine va demander évidemment la parole et donc tout à l'heure va aussi nous l'aborder. Voilà, si d'autres personnes veulent se connecter pour poser leurs questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Nous allons tout de suite peut-être commencer par une personne qui souhaite s'exprimer, Véronique Flynn, qui veut peut-être aussi en même temps nous faire part un peu de son expérience passée justement avec l'IMT. Donc Stéphane, est-ce que vous voulez peut-être avant un peu parler, nous dire un petit peu, nous présenter un peu votre actualité, et puis ensuite on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Oui, bien sûr. J'ai hâte d'échanger avec toutes les personnes qui se seront connectées sur BitJuicy pour échanger avec moi. Effectivement, comme vous l'avez dit Thierry, quand on est député des Français d'étrangers, moi je ne me lasse pas de le rappeler, mais la grosse différence avec un député des Français classique, un député des Français de France, c'est qu'on habite beaucoup plus loin en moyenne de nos électeurs et que donc il est beaucoup plus improbable que l'on se croise physiquement au cours de la législature, au cours du mandat. Moi, j'ai calculé qu'en moyenne, chacun de mes électeurs, chacun de mes administrés habite à 500 km de chez moi. Donc, on va pas se croiser le dimanche en achetant notre baguette, on va pas se croiser sur le marché le samedi matin, on va pas se croiser en sortant de l'église ou du stade. C'est pour ça que moi, j'apporte une importance particulière aux réseaux sociaux, au fait de communiquer sur les réseaux sociaux, mais surtout au fait d'échanger à travers les réseaux sociaux, de répondre aux interpellations. Vous savez d'ailleurs que si vous ne le savez pas, c'est encore quelque chose que vous pouvez corriger, mais que je réponds, je suis disponible sur WhatsApp. Chacun peut me joindre sur WhatsApp. C'est un numéro espagnol que l'on pourra répéter au cours de la conversation. Mais si vous m'écrivez sur WhatsApp en me disant bonjour monsieur le député, eh bien je vous répondrai personnellement et je pourrai répondre à vos questions tout en vous envoyant régulièrement des informations. Alors simplement, aussi pour vous expliquer pourquoi j'étais un peu en retard aujourd'hui, mais enfin l'important c'est qu'on ait réussi à maintenir ce rendez-vous. Mais en fait, j'ai un agenda qui bouge beaucoup, comme tous les députés, mais là en l'occurrence, ça a vraiment bougé beaucoup ces derniers jours parce qu'on a une commission mixte paritaire demain avec le Sénat pour finaliser le projet de loi sur les influenceurs. Donc, on doit arriver à
un texte consensuel d'ici demain avec le Sénat. Et donc, on a eu beaucoup de réunions de préparation aujourd'hui. Et aussi, à partir de 14 heures, j'étais coincé dans une salle de réunion de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères dans la vie politique française. Et on était en phase d'audition de Marine Le Pen. Donc, j'ai pu poser des questions à Marine Le Pen. J'ai pu la mettre face à certaines de ses contradictions. Et c'était aussi un moment important que je ne pouvais pas manquer, qui m'a mis un petit peu en retard. Mais voilà, je suis avec vous. Et simplement, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous confirmez qu'en termes de méthode, moi, je suis à la fois effectivement un député de terrain qui agit concrètement sur certains sujets du terrain et qui compte pour les Français de l'étranger. Je suis un député aussi à Paris et je travaille sur des sujets plus généraux qui touchent tous les Français. Mais ce qui est important aussi, c'est que j'ai une équipe qui est répartie aux quatre coins de la circonscription, et en particulier un collaborateur qui vit à Lisbonne et qui m'aide à gérer les situations particulières que subissent ou que vivent les Français du Portugal et qui est souvent mieux connaisseur que moi de certaines particularités spécifiques du système portugais et donc qui parfois est mieux placé que moi pour répondre. Et d'ailleurs, c'est souvent à lui que je demande de répondre à certains de mes interlocuteurs quand le sujet devient trop technique et m'échappe, en particulier quand il s'agit de sujets administratifs portugais. Il s'appelle Yann. Il est aussi connecté et il aura peut-être l'occasion lui aussi de s'exprimer pendant cette conversation. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, donc Stéphane Vogetta. Donc, je le rappelle, vous êtes notre député aujourd'hui. Eh bien, on va essayer évidemment de faire un petit peu, d'aborder les différents sujets, les problématiques évidemment que beaucoup de personnes de la communauté française qui résident au Portugal peuvent rencontrer. Des problèmes avec l'administration, que ce soit les administrations portugaises, on va en parler dans quelques instants, de l'administration française pour obtenir les papiers, mais pas que ça. On aura un certain nombre de questions sur des aspects financiers, des questions aussi. Là, j'ai une question par exemple qui vient d'arriver. Alors, elle est relativement très complète sur l'aspect fiscalité. Vous-même d'ailleurs, Stéphane, vous pouvez les découvrir aussi si vous allez sur le chat, vous les verrez, elles s'affichent au fur et à mesure. Mais là, j'en ai une par exemple qui vient d'arriver où on me parlait de la France choisit de pénaliser les propres ressortissants à cause du Brexit ou reconnaissance des diplômes en France après le Brexit. Donc, bon, on abordera évidemment tous les sujets. Les gens sont là pour vous poser les questions. Je les laisserai eux s'exprimer. On va peut-être commencer par Véronique. Véronique, bonjour. Véronique, bonjour. Ah. Véronique est connectée, mais on n'entend pas Véronique. Si on peut lui donner les droits. Ok, Véronique n'est pas connectée. Alors, Véronique est... Bon, alors on va passer sur un autre sujet. En attendant que Véronique puisse se reconnecter, quand on l'aura dans quelques instants. Donc, alors, proposition de révision. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver qui concerne, je sais pas. Stéphane, est-ce que vous m'entendez? J'ai plus personne en ligne, quoi. Bon. Alors, que se passe-t-il? Alors, je vais lire la question. Donc, proposition de révision des conventions fiscales entre la France et d'autres pays, dont le Portugal. Cette révision concerne le placement financier assurance vie qui est proposé en France, Belgique et Luxembourg. Dans le cadre d'un rachat partiel, la compagnie d'assurance verse des intérêts aux prêteurs. Or, ces placements, non seulement ne sont pas connus et reconnus, notamment par l'administration portugaise, mais ne sont pas explicités dans la convention fiscale. La conséquence de ce vide fait que le fisc portugais considère les intérêts versés comme des dividendes d'actions, donc hors de champ d'exonération pour le RNH 1, c'est-à-dire celui qui n'est pas taxé, ou le RNH 2, celui qui est taxé. Alors, pour rappel, le placement financier d'assurance vie consiste à prêter une somme à une compagnie d'assurance au travers d'une banque afin qu'elle augmente ses fonds propres et verse alors, en cas de rachat, des intérêts selon un degré des risques négociés à la souscription. La fiscalité est alors appliquée avec des taux variables selon la durée de détention du prêt. Alors Stéphane, je ne sais pas si vous avez entendu toute la question, mais a priori, quelqu'un qui demanderait le remboursement de son assurance vie, qu'il aurait souscrit en France, en Belgique ou au Luxembourg, ce sont des intérêts en fait. S'il demande un remboursement partiel, c'est considéré comme des intérêts qu'on lui rembourse. Quand il réside au Portugal,
Le Portugal n'applique pas la même convention et considère que ce sont des Et dividendes. donc les soumet à un taux d'imposition différent. D'accord. Exactement. Là-dessus, il me semble que c'est un sujet sur lequel j'avais déjà été interpellé et il me semble avoir déjà moi-même donc posé une question écrite au gouvernement à ce sujet pour essayer de corriger cette anomalie qui est effectivement une anomalie assez spécifique, mais qui peut impacter quand même plusieurs de nos compatriotes. Et je me tourne vers Yann pour savoir si on avait déjà eu une réponse de la part du ministère à ce sujet, puisque vous savez que en général, on n'a pas la capacité nous-mêmes de régler les problèmes. Mais ce qu'on peut faire, c'est alerter les ministères et leur demander, notamment dans le cadre des relations bilatérales, de travailler avec le gouvernement ami, en l'occurrence le Portugal, pour éventuellement modifier la convention ou simplement mettre à jour certaines pratiques si on identifie un problème. Oui, allô? Oui, c'est pas moi qui suis intervenu. Je ne sais pas qui a parlé, mais Oui. Stéphane, je vous laisse continuer. Donc, en l'occurrence, nous avions déjà déposé une demande de clarification il y a quelques mois auprès du ministère, auprès de Bercy. Et je vous avoue, pour l'instant, nous n'avons pas encore eu la réponse. Donc, c'est une occasion, c'est un bon rappel. On ne va pas arriver à vous donner une réponse définitive maintenant, mais c'est une bonne occasion de nous rappeler qu'il faut qu'on aille à poursuivre le ministère sur ce sujet-là et s'assurer qu'on ait une réponse le plus rapidement possible. Ok. Alors, on va peut-être rester sur ces questions. Moi, je vois qu'une personne s'appelle Pierre Albared. Alors, si on peut lui donner peut-être, Pierre, Oui. si vous voulez vous exprimer directement, parce que je vois que vous intervenez sur le chat et que vous posez un certain nombre de questions qui sont relativement, je pense, à peu près dans le même ordre d'idées. Donc, Pierre, si vous voulez intervenir directement, on vous ouvre la caméra. Ah, attendez, je regarde au fur et à mesure. Voilà, vous avez Pierre, bonjour. Pierre, est-ce que vous nous entendez? Bon, alors Pierre, on va attendre qu'il se connecte. Pour l'instant, on va peut-être… on a abordé déjà le premier sujet qui était évidemment ce sujet, donc on a bien compris que vous alliez reposer la question au gouvernement. Peut-être ça fera l'objet d'un prochain dossier lors d'une prochaine de vos lettres. Oui, bien sûr. Dès qu'on aura une réponse à ce sujet, on informera toute la communauté comme on a l'habitude de le faire, effectivement. C'est un sujet pointu, mais il y a quand même beaucoup de Français qui ont des assurances vie, qui ont souscrit des assurances vie et qui, en cours de parcours, peuvent demander effectivement le remboursement partiel de l'assurance. Et là, au Portugal, boum, c'est la sanction. Et puis surtout, le taux est loin d'être gratuit. Véronique, bonjour. Oui. La fiscalité est très différente entre intérêt et dividende. Enfin, on est sur des… Oui, dividende, on est à plus de mémoire, je crois qu'on est à plus de 20%. Alors, je ne voudrais pas dire une bêtise parce que j'en ai pas non, j'en suis pas sûr, mais la personne qui est exonérée, s'il perçoit des intérêts au Portugal, s'il est RNH dans l'ancienne formule, il ne paye pas d'impôt. S'il est RNH 10%, il paiera 10%. Or là, dans ce cas-là, c'est non seulement il aura ses 10% sur tout le reste, s'il est dans la deuxième formule du RNH, mais en plus, il va devoir payer évidemment sur la partie dividende et là, ce sera imposé à l'évidence, comme vous le savez, les députés des Français de l'étranger n'ont pas de lien direct, ne sont pas censés être en lien avec les gouvernements locaux. Nous, notre rôle, c'est de représenter les Français auprès du gouvernement français, auprès de l'administration française et évidemment à l'Assemblée nationale. Mais souvent, les sujets de fiscalité nous échappent. Évidemment, on peut tenter, le cas échéant, et c'est ce qu'on va faire ici, de faire corriger des anomalies qu'on peut parfois trouver ou identifier dans les conventions fiscales bilatérales. Mais par exemple, je sais qu'on pourrait me le demander au cours de cette conversation, moi, je n'ai pas la capacité et je n'ai pas la vocation à peser sur les décisions du Portugal en termes de sa fiscalité, la fiscalité à laquelle il soumet les résidents fiscaux au Portugal. Non, mais si dans le cadre d'une renégociation future de la convention, ça fait partie.
Voilà, Exactement. ça fait partie des choses. Donc, je pense que, bon, là, on a abordé ce sujet. On va passer sur un autre sujet qui est un sujet très, très important pour de nombreux Français. Véronique est là pour témoigner. Véronique, bonjour. Bonsoir, bonsoir monsieur le député, bonsoir Thierry, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez cette fois-ci. Absolument. Voilà, alors moi je vais vous faire part de mon parcours chaotique qui heureusement s'est très bien terminé grâce à l'intervention d'un organisme qui s'appelle le Solvit. Je pense que monsieur le député, vous devez connaître cet organisme qui est un organisme européen. Et c'est cet organisme qui m'a aidé en 3 semaines à récupérer mon permis de conduire. Je vous explique. J'ai fait X démarches auprès de l'IMT de Setúbal. J'habite à Alcochete, au Portugal. Je suis expatriée française et je devais me soumettre donc à la loi portugaise, à savoir renouveler mon permis portugais. Alors, excusez-moi, je vous interromps juste une seconde. L'IMT, on va juste préciser parce que ce que c'est l'organisme officiel des transports, en fait. Hein. Exactement. Donc le ministère des Transports. Et donc, c'est de cette IMT, délégation, donc Setúbal pour ma part, dont je dépendais pour faire renouveler mon permis, car il faut savoir que le Portugal, par rapport à la France, est plus en avance. À partir de 65 ans, tous les 5 ans, visite médicale et demande de renouvellement du permis. Et à partir de 70 ans, c'est tous les 2 ans. Donc moi, j'étais dans cette tranche d'âge puisque j'ai plus que 65 ans. Donc j'ai voulu entamer mes démarches de manière très précautionneuse, bien avant la fin de mon permis. Or, je me suis trouvée face à un refus de l'IMT de Setúbal qui m'a dit « Madame, il faut nous présenter votre certificat européen, comme quoi vous êtes européenne, citoyenne européenne. » Quand j'avais fait ma demande de RNH, effectivement, j'avais reçu un certificat de citoyenne européenne, mais qui était valable que 5 ans. Maintenant, ça fait plus de 6 ans que j'habite au Portugal, donc ce certificat n'était plus valable. J'ai fait maintes démarches auprès du CEF, Service européen des frontières, pour renouveler de manière très honnête mon certificat de citoyen européen. Impossible d'obtenir un rendez-vous. Impossible. Des dizaines et des dizaines de mails, des dizaines de fois par jour à essayer de les téléphoner. Il y a un répondeur, ils ne répondent pas. Donc, je me suis retrouvée face à une problématique. Je ne peux pas renouveler mon permis portugais parce que l'IMT de Setúbal me demande un certificat de citoyen européen. Donc, pour la petite histoire, à l'âge que j'ai, certes bien portante, j'ai dû me rendre par 2 fois 6 heures du matin dans le froid cet hiver, faire la queue devant l'IMT qui ouvrait à 9 heures, parce qu'il y avait déjà X personnes, on est quasiment 40 ou 50 à faire la queue devant l'IMT le matin, pour me faire renvoyer en disant « Vous n'avez pas votre certificat de citoyen, Embora ». J'ai donc été à la direction régionale à Lisbonne du CEF, Service européen des frontières, pour leur demander qu'est-ce qui se passe. Madame, nous n'avons plus de vagues à vous ouvrir pour vous donner un rendez-vous pour entamer les démarches de renouvellement de votre certificat de citoyen. J'avais entendu entre-temps, grâce à un débat qu'on avait eu avec Laurent Goether, qu'il y avait au journal officiel des parutions qui disaient du gouvernement, des ministres, le Conseil des ministres, qui disaient que les certificats de citoyens européens étaient renouvelés par arrêté ministériel et prorogés jusqu'à l'année d'après, c'est-à-dire en décembre 2023. Je rentrais typiquement dans cette clause, dans cette norme. Cet arrêté ministériel est sorti le 31 décembre 2002, c'est-à-dire le soir du réveillon. Quand je me suis présentée à l'IMT Setúbal le 4 janvier, personne n'était informé de cette parution du Conseil des ministres. Je leur ai montré sur Internet l'article, la référence. On m'a dit, je regrette, on ne peut pas entamer l'ouverture de votre permis de conduire. Je suis revenue 10 jours plus tard en leur disant, je regrette, je vais faire un scandale, vous devez ouvrir mon dossier de renouvellement de permis. Et je leur ai redonné une photocopie de l'article du 30 décembre.
Et là, à ce moment-là, la personne elle a vu que je commençais à m'énerver sérieusement au milieu d'IMT, a commencé à ouvrir par informatique la demande de renouvellement de mon dossier. J'avais ramené tous les papiers qu'il fallait. Ça a pris 3/4 d'heure. Mais in fine, elle me dit, quand votre permis sera prêt, pour vous le remettre, il faudra néanmoins que vous soyez en possession de votre certificat renouvelé de citoyen européen. Mais je lui dis, madame, c'est impossible. Il n'y a pas moyen d'obtenir auprès du CEF un rendez-vous. J'ai par contre un décret du Conseil des ministres. Oui, mais ça ne marchera pas. Véronique, Donc, alors c'était quoi? Ils vous ont donné un permis provisoire? Ils m'ont donné un permis provisoire, qui est un bout de papier qui s'appelle DIA en portugais, et qui est valable 2 mois. Donc, de 2 mois en 2 mois, vous devez repartir faire la queue là-bas, sur le trottoir, pour réobtenir un bout de papier qui vous permet de vivre. Ça veut dire que beaucoup de Français vivent ou sont en train de vivre la même chose. Alors, soit ils conduisent sans permis, soit ils sont tous les 2 mois à faire la queue sur le trottoir pour aller chercher ce DIA, mais la grosse problématique, c'est qu'on est emprisonné sur le territoire portugais, on ne peut plus conduire à l'étranger, que ce soit en France, en Espagne, où vous voulez. Ce DIA n'est valable qu'au Portugal. D'accord. Donc, j'ai ouï dire, pendant toutes ces démarches, ces semaines qui ont passé, qu'il y avait un organisme qui pourrait peut-être me solutionner mon problème. Et cet organisme est un organisme européen, une délégation européenne qui existe dans chaque pays de l'Europe et qui s'appelle le Solvit. Je pense que, monsieur le député, vous devez connaître cet organisme, le Solvit. J'ai donc démarré un dépôt de plainte avec le Solvit France qui m'a demandé le décret. Ils vous ont demandé tous les papiers. Tous les papiers. Et donc, ça a pris 15 jours. D'accord. Et un certain jour de la semaine, je reçois un mail du Solvit France qui me dit, écoutez, tout est OK, on transmet votre dossier au ministère d'Antonio Costa à Lisbonne sur sa délégation Solvit Portugal. Eh bien, monsieur le député, je peux vous dire qu'en 48 heures, mon dossier était résolu. J'ai eu un appel de l'IMT Setúbal, le balcon 10, pour ne pas citer le nom de la personne, qui m'a appelé avec une amabilité mais remarquable. On m'a fait même des ronds de jambes en me disant, Madame Fink, venez, on va vous donner votre document. Alors je dis, mais est-ce qu'il faudra que je fasse la queue, prendre rendez-vous, ramener? Vous ramenez rien, vous aurez juste à signer. Ça, c'était en 2 minutes. Donc aujourd'hui, en fait, grâce à Solvit, vous avez obtenu l'ensemble des éléments. En 3 semaines. C'est important à dire, en 3 semaines. Ça veut dire que si vous n'aviez pas eu cette information, que ce soit les services des ambassades ou autres, ne vous ont pas apporté. Rien. Alors, les ambassades, le consulat, voilà. Alors, aucun. Je ne vais pas dire des noms, mais personne ne m'a aidé. C'est un problème qui est commun. La grande majorité des Français du Portugal qui veulent refaire ou renouveler leur permis de conduire se heurtent aux mêmes difficultés avec le CEF. Il s'agit d'une administration qui est en pleine restructuration, qui n'arrive plus à donner de rendez-vous, qui n'a plus de créneaux disponibles. Donc, effectivement, il y a eu un décret qui a été publié par le gouvernement qui prolonge. Mais ceci dit, une fois que vous avez laissé l'original de votre permis de conduire, vous vous retrouvez avec un papier qui est bien gentil, mais qui vous permet de conduire qu'au Portugal et qui est pendant 2 mois et qu'il faut renouveler. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà, nous, à l'évidence, fait remonter. L'ambassade est bien sûr au courant et a déjà interpellé l'administration portugaise et le gouvernement portugais sur ce sujet-là. À l'évidence, nous, les Français, ne sommes pas les seuls étrangers à souffrir de cette situation. Mais pour le coup, je suis ravi de voir que Solvit a pu vous offrir une solution rapide, puisque Solvit, effectivement, c'est un service qu'on ne connaît pas. 3 semaines. On ne connaît pas assez. C'est un service gratuit qui est fourni par Alors, c'est pour ça que je suis là, pour informer la communauté française. Pour le coup, sur mon prochain courrier, ma prochaine newsletter aux Français du Portugal, on va parler de Solvit, puisque Solvit, c'est un service qui s'engage à trouver des solutions dans un délai de 10 semaines, à compter du jour où le dossier est en charge. Et vous, exactement. Ils sont très réactifs. Vous envoyez votre plainte, le lendemain, vous avez une référence, un numéro de dossier, vous avez un interlocuteur et vous échangez.
Vous envoyez vos documents, il vous dit si ça va, Bravo. s'il en manque, etc. Et en 3 semaines, j'ai eu mon permis de conduire. Alors, et avec des ronds de jambes à l'EMT, je peux vous Félicitations. dire. Et c'est bon à savoir, Alors, hein, Thierry. Je pense que même les auditeurs de French Radio voudront avoir un lien vers Solvit. On avait déjà fait une émission sur Solvit à l'époque, en expliquant évidemment en quoi ils étaient évidemment, qu'est-ce qu'ils apportaient, et surtout que ça permettait de servir l'ensemble des Français, ou enfin en tout cas des résidents qui résident à l'étranger, parce que Solvit n'est pas qu'au Portugal, c'est sur l'ensemble des pays européens. Donc il y a une représentation, et en France, en l'occurrence, c'est directement les services du Premier ministre qui gèrent Solvit. Et c'est rattaché dans chaque pays, évidemment, normalement au ministère du Premier ministre, donc ça permet d'aller très vite. Alors, justement, j'avais, par rapport à ça, Véronique, quelqu'un me disait, alors je finirai avec ça, mais je pense que c'est aussi une question que beaucoup de personnes se posent, c'est pourquoi vous n'avez pas fait une demande de permis international? Parce qu'on dit, dans ce cas-là, si on n'arrive pas avec ce petit document, on fait un permis international avec son petit Alors, je vais vous répondre tout de suite. Vous avez répondu à tout, mais je ne pouvais pas faire de demande de permis. D'abord, le permis international n'est pas le permis. Hein. Il faut avoir un permis pour avoir un permis international. C'est déjà la première des choses. Donc, vous inquiétez pas que j'avais été à l'Automobile Club faire une demande et on m'a dit, mais montrez-nous votre permis. Ah ben non, on peut rien faire. Maintenant, j'ai un permis international parce que j'ai mon permis portugais Europe. Mais avant, je ne pouvais pas, vous voyez. Donc, c'est pas l'international qui remplace le permis de conduire normal. Ça n'est qu'un plus, le permis international. Merci beaucoup, en tout cas, Véronique, pour être intervenue sur l'antenne de la French Radio. Je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Je sais à quel point, évidemment, monsieur le député, donc évidemment, Stéphane Vogetta sera saisi et va faire une communication encore plus là-dessus. Et nous-mêmes, on va encore la relayer une nouvelle fois parce que je pense que c'est véritablement très utile pour l'ensemble de la communauté, que ce soit à la fois au Portugal, mais aussi en Espagne. Je vois des commentaires. Évidemment, Christine, d'ailleurs, qui est en ligne. On a Christine qui voudrait s'exprimer. Bonjour, voilà. Si ça y est, ça marche. Peut-être poser la question à Stéphane Vogetta directement. Je compatis avec l'interlocutrice précédente parce que je suis passée par la même galère jusqu'à ce que je comprenne que finalement, on n'est plus obligé d'avoir un permis portugais quand on réside. On n'est plus obligé d'avoir un permis portugais quand on est résident au Portugal maintenant. Donc, ma galère s'est terminée et ça faisait 1 an aussi comme c'est. Bon, moi, je voulais poser la question concernant la résidence de repli. Voilà de nombreuses années que je suis expatriée dans différents pays et donc actuellement au Portugal. Je n'ai jamais entendu parler de cette résidence de repli. Est-ce que c'est nouveau et où c'en est? Est-ce que c'est une vraie discussion sérieuse ou est-ce que c'est juste une proposition? Merci. Alors, écoutez, la résidence de repli, c'est un sujet important. Hein. En plus, ça correspond à des engagements politiques, notamment du président de la République. Il s'était engagé à le mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce que c'est, résidence de repli? Ça veut dire créer une nouvelle catégorie de résidence au-delà des 2 catégories qui existent. Si on a une résidence en France maintenant, elle est soit résidence principale, soit résidence secondaire. Et on sait que ça a des implications à plusieurs niveaux, et notamment en termes fiscaux. Ce qu'on va proposer, c'est de créer un nouveau statut, résidence de repli pour les Français de l'étranger, un statut qui prendrait en compte le fait que cette résidence en France, même si ce n'est pas la résidence principale, elle a quand même des caractéristiques qui fait qu'on peut en avoir besoin et donc on devrait ne pas la traiter de la même manière qu'on traite une résidence secondaire en termes d'administratif et de fiscalité. Alors, c'est un sujet sur lequel les Français de l'étranger, on est tous d'accord, surtout ceux qui ont une résidence en France, mais la réalité, c'est que pour l'instant, on a un peu du mal à démarrer. Alors, il y a eu un texte, une proposition de loi qui a été présentée par les sénateurs LR et qui propose uniquement de créer ce statut pour permettre à ces résidences de repli de bénéficier d'une exemption de la taxe d'habitation. Parce que, comme vous savez, en France, grâce au gouvernement et depuis 2017, on est arrivé à une exemption totale de la taxe d'habitation sur toutes les résidences principales. Au départ, ça allait être seulement pour les 80% les plus modestes et finalement, c'est pour toutes les résidences principales. Mais maintenant, comme vous le savez, les résidences secondaires continuent à payer la taxe d'habitation. Alors,
c'est une intention qui est louable, mais qui est très peu réaliste, puisque sans doute cette proposition dans un premier temps. Derrière, il faut passer par l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, moi, je peux vous dire que l'ambiance politique n'est pas celle qui permettrait de faire des cadeaux fiscaux, en tout cas, ça serait présenté comme ça, aux Français de l'étranger. Pour simplifier, quand on parle de Français de l'étranger à l'Assemblée nationale, et en particulier quand les partis d'opposition, que ce soit Rassemblement national ou NUPES, parlent des Français de l'étranger, c'est plutôt pour nous critiquer et chercher des moyens soit de nous forcer à rentrer en France, soit de nous obliger à payer plus d'impôts, et sans doute pas à en payer moins. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en ayant conscience que le projet a passé tel quel, c'est qu'on a créé à l'initiative du ministre du Budget, Gabriel Attal, et du ministre des Français de l'étranger, Olivier Becht, on a créé un groupe de travail transpartisan avec des sénateurs et des députés des Français de l'étranger de tous les partis. Et on va essayer de travailler ensemble sur la création effectivement d'un statut de résidence de repli. Et ensuite, une fois qu'on aura créé le statut, qu'on l'aura fait rentrer dans la loi, on trouvera des éléments pour le nourrir notamment. Est-ce qu'on permettra à ces résidences-là d'être utilisées éventuellement pour faire de la location temporaire? Est-ce qu'on permettra à ces résidences-là de bénéficier ou d'accéder à certaines subventions, par exemple les subventions de rénovation énergétique? Et effectivement, peut-être que quand l'ambiance politique sera un peu plus adaptée, on pourra proposer des allègements fiscaux et notamment des taxes d'habitation pour les résidences de repli. Donc voilà, sur lequel on va continuer à travailler en ce mode de transparence. Voilà. Est-ce que Christine? Bon, c'est une bonne idée, bien sûr, mais je comprends que ça va prendre un peu de temps. Christine. C'est ça. Non, merci beaucoup. Bon courage à notre député. Christine, est-ce que vous avez un autre point à voir pendant qu'on vous a en ligne avant de passer la parole à une autre personne? Merci. Merci à vous. Il sera content pour le courage. Mais je pense qu'il en a. En tout cas, j'en suis quasiment convaincu. Alors, maintenant, on va passer la parole peut-être à Pierre. Merci beaucoup, Christine, en tout cas, pour être intervenue sur la French Radio et sur BitJuicy.live et pour avoir pu poser votre question directement en live vidéo. J'ai plusieurs questions qui sont arrivées de la part d'un certain nombre de personnes. Je vais juste, par contre, dire que Yann Sayar a répondu sur un des points en me disant « Pour les assurances vie, je vous mets ici un article qui a été diffusé sur le site du député. Donc, on le reproduira et on le remettra nous-mêmes en ligne parce que je ne vais pas vous donner tout le lien, il y a beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, donc voilà, il y avait déjà un article qui avait été fait sur ce sujet. Voilà, ça c'est un des points. J'ai une personne qui nous écrit aussi, Céline, qui nous dit « Bonjour, je suis en maladie en France et la sécurité sociale portugaise ne veut pas me payer mes indemnités journalières. Je viens d'envoyer un mail à monsieur le député. J'espère que vous pourrez m'aider cordialement. » Bon, je pense que Stéphane Vogetta, vous allez être saisi de cela et puis vous répondrez, je pense, directement à la personne. Oui, bien sûr, puisque dans ces cas-là, sur les cas individuels, nous, effectivement, en tant que député, moi et mon équipe, on a un accès privilégié aux administrations et on arrive comme ça à débloquer assez rapidement les situations, que ce soit en termes de paiement de retraite, certificat d'existence et dans ces cas-là, sur le remboursement des congés maladie ou de frais médicaux, on peut aussi essayer de trouver des solutions. Donc, si vous m'avez envoyé un courriel, on va y répondre et c'est sans doute Yann Sayar qui va prendre en charge ce dossier. Ok. Bon, je pense que là, au moins, c'est une bonne chose. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Pierre Albaret, bonjour. Voilà. Ah, mais parfait. Oui, absolument, alors, et on vous voit. Donc, j'ai écouté l'intervention de Véro et j'ai eu des problèmes comme elle et je peux vous confirmer que tout ce qu'elle a dit, c'était vraiment exact et dans tous les détails. Donc, elle a… J'en doutais pas, Elle a bien expliqué son affaire. On entend souvent. Alors, par contre, moi, j'ai eu la chance de pouvoir résoudre le problème de l'IMT en profitant du fait que j'ai une résidence en France, que je fais parfois des séjours en France. Et donc, pour avoir un nouveau permis de conduire, dans mon cas, le précédent avait été volé, j'ai tout simplement demandé un nouveau permis français et je l'ai obtenu parce que j'ai résidé en France pendant 2 mois, qui est la période nécessaire pour obtenir le permis. Voilà ce que j'ai trouvé pour le permis de conduire.
Alors ensuite, elle a mentionné aussi les problèmes avec le CEF. Alors, comme elle, j'ai excédé la limite des 5 ans et donc j'ai entrepris de demander la carte de séjour et j'ai rencontré les mêmes difficultés qu'elle. Par contre, le CEF propose des rendez-vous qu'on peut prendre en ligne et à force de cliquer, mais j'ai cliqué pendant des jours, pendant des semaines, j'ai dû cliquer, j'ai cru que ça ne marcherait jamais. Finalement, j'ai réussi à avoir des disponibilités et j'ai réussi à obtenir même une disponibilité à Cascais, où j'habite. Et j'ai fait ma demande de carte de séjour et je devrais l'obtenir. Voilà. Bon, c'est bien. Justement, alors est-ce que vous avez une question peut-être bon, déjà content de voir qu'effectivement certains dysfonctionnements fonctionnent, en tout cas pour certaines personnes, mais peut-être avez-vous, Pierre, une question à poser directement à monsieur le député qui pourrait évidemment intéresser moi, pour l'instant, de la communauté. j'ai pas de gros problèmes, donc bien. tout ce que je peux lui citer à notre député, c'est de tenir bon et puis de continuer à travailler comme il fait, assez calmement. Voilà, merci. On essaye, merci pour ça, c'est gentil. Alors, on va peut-être passer la parole à Thomas Boudier. Thomas, si oui. Vous pouvez activer votre caméra et votre micro. Voilà. Alors, c'est déjà ça. On vous entend, on ne vous voit pas. Bon, alors, je ne sais pas, apparemment, ma caméra n'est pas reconnue. Bien, tant pis, je vais poser ma question. D'une part, merci, bonsoir, monsieur le député, et merci pour votre travail. Et félicitations pour votre communication qui est particulièrement active et particulièrement précise. Moi, il se trouve que ça fait 15 ans que je vis à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni et maintenant au Portugal. J'ai rarement vu un député aussi actif, donc félicitations. Donc, moi, j'ai une question qui concerne l'impact du Brexit pour des Français et particulièrement lors de la reconnaissance du diplôme, qui a un impact particulièrement fort dans les professions réglementées. Donc, je vais vous parler d'un exemple précis et donc ça concerne véritablement la façon dont la France a choisi de gérer les impacts du Brexit. Donc, il s'agit d'une personne que je connais bien, qui s'appelle Yann, qui est citoyen de la République d'Irlande, donc membre de l'Union européenne, qui a eu son diplôme, un diplôme de vétérinaire en Angleterre, au Royaume-Uni, dans une des universités, probablement une des meilleures universités britanniques, et qui a eu ce diplôme en 2019, soit avant la mise en place effective du Brexit, qui est le 1er janvier 2021. À l'époque, le diplôme était reconnu de manière automatique par la France en fonction de la directive de reconnaissance des qualifications professionnelles. Je crois que c'est le terme consacré. Depuis, il n'y a plus reconnaissance automatique. Et là, la France, et je pense le ministère de l'Agriculture, je pense plus précisément la Direction générale de l'alimentation, d'après ce que j'ai pu comprendre lors de différentes communications que j'ai pu avoir avec l'ordre des vétérinaires, la France a choisi de ne plus reconnaître le diplôme vétérinaire en question, mais, et c'est là que c'est quand même extraordinaire, de manière rétroactive. C'est-à-dire qu'un diplômé de 2019, soit avant le Brexit, qui avait son diplôme reconnu, maintenant ne peut plus exercer en France. Ce qui est d'autant plus, je dirais, paradoxal, pour utiliser un terme qui ne soit pas trop fort, c'est qu'un résident, un citoyen britannique, diplômé d'une université française, d'une école vétérinaire française, a toujours son diplôme reconnu au Royaume-Uni, et ce, même s'il l'obtient en 2027, ce qui est quand même particulièrement paradoxal. En conséquence, la France a choisi de pénaliser ses propres ressortissants à cause du Brexit, parce que ce qui se passe pour un citoyen irlandais se passe exactement de la même façon pour un citoyen français. Je me bats pour essayer de... Et enfin, le dernier point, excusez-moi, monsieur le député, que je voulais souligner, ceci particulièrement paradoxal, au moment où le gouvernement, donc l'exécutif, dont dépend le ministère de l'Agriculture, me semble-t-il, choisit et parle de mettre en place des visas pour les métiers en tension. Or, il se trouve que le métier de vétérinaire est un métier en tension
pour peu que j'en connaisse la définition, en tout cas est un métier qui a des soucis, puisqu'en fait, on se trouve en déficit caractérisé de vétérinaires, particulièrement en France, particulièrement en zone rurale. Donc ma question, monsieur le député, excusez-moi d'avoir été un peu long, j'espère que j'ai été clair, mais ma question, c'est que je pense que pour l'intérêt particulier, mais l'intérêt général, on aurait tout intérêt à remettre en cause cette décision qui me semble ubuesque. Et je me permets de demander votre aide, votre support, afin de pouvoir avancer ce sujet auprès des personnes compétentes en France. Donc, il s'agit bien de communication avec des autorités compétentes en France, qui, de ce que j'ai compris, que vous avez dit au début, rentre bien dans le cadre de vos attributions, et particulièrement auprès du ministère de l'Agriculture. Bah, écoutez, effectivement, je vous avoue que le sujet des homologations de diplômes, homologation transfrontalière, donc d'un pays par un pays, d'un diplôme issu d'un pays tiers, c'est un des plus gros sujets sur notre circonscription. En particulier, c'est très souvent le cas en Espagne, puisqu'on a une grosse disparité entre les régions qui ont chacune une certaine autonomie en termes de reconnaissance des diplômes, et il y a certaines professions qui sont vraiment handicapées, qui n'arrivent pas à faire bon usage de leur diplôme français, notamment les kinés, les dentistes, dans certaines régions espagnoles. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, et c'est ce qu'on va faire aussi dans le cas présent, puisque vous m'avez l'air un sujet qui ne concerne pas uniquement les Français de l'étranger, mais je comprends que tout Français, qu'il réside à l'étranger ou en France, qui a ou qui va bénéficier de ce diplôme, s'affrontera aux mêmes difficultés. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est écrire une lettre au ministère de l'Agriculture et au cas où au ministère de l'Enseignement supérieur pour leur relever cette anomalie et leur demander qu'une solution soit trouvée. Effectivement, et donc dans ce cas-là, j'espère qu'on aura une réponse le plus rapidement possible. Mais du coup, ce qui m'arrangerait, c'est d'avoir le plus de détails pratiques possible. Et dans ce cas-là, d'avoir un courriel de votre part envoyé à mon adresse à l'Assemblée nationale. Vous le faites simplement en répondant à l'une de mes newsletters. Et donc, moi, j'aurai l'information, on pourra la traiter en équipe. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie, puisqu'effectivement, je vous enverrai toutes les informations. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit, je dirais, c'est basé sur des faits concrets et des échanges, un certain nombre d'échanges avec l'ordre des vétérinaires, un certain nombre de documents qui m'ont été transmis. Et donc, si vous en êtes d'accord, je vous enverrai tout ça, ainsi qu'un courrier qui résume la situation. Je pense que vraiment, dans une logique, et comme vous êtes député de Français de l'étranger, de Français résidant dans des pays de l'Union européenne, je pense que vous êtes particulièrement bien placé pour porter et pour, je dirais, permettre de résoudre ce qui, moi, me semble, évidemment, c'est mon interprétation, mais je pense qu'elle a raison d'être, qui me semble une aberration et aller contre la libre circulation des citoyens européens en Europe. Oui, tout à fait. Mais je vais en parler également à mon collègue Alexandre Holroyd, qui est député des Français d'Europe du Nord et donc du Royaume-Uni, pour savoir s'il a déjà eu des interactions sur ce sujet avec notre administration. Et peut-être qu'il pourra m'aider à faire avancer le schmilblick. Merci beaucoup. Merci. Merci et bon courage. Merci beaucoup, Thomas, pour être intervenu sur l'antenne de la French Radio et en direct, évidemment, sur BGUC.live. Monsieur le député, on a pas mal de questions qui arrivent. Je crois que Emmanuel Afonso peut-être nous entend. Je ne sais pas si son micro est ouvert déjà et sa caméra. Bonjour Emmanuel. Alors Emmanuel, voilà. On vous entend. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Emmanuel, voilà, je viens de lire, vous mettiez, comme on parlait de Solvit tout à l'heure il y a quelques secondes, espérons que Solvit aide à obtenir des rendez-vous au consulat de France. Voilà, un peu d'humour, ça fait du bien. Bonjour. Emmanuel, bonjour. Voilà, je vous laisse poser. Donc, on vous connaît, hein, on vous connaît sur Stéphane, sur le Portugal. doit déjà, très actif. j'ai déjà deviné les questions. Là, donc on sort un petit peu on élargit un petit peu les horizons en pensant aux binationaux évidemment. Et mais avant tout, bravo à la French Radio pour cette initiative et merci à Monsieur le député donc d'adopter ce nouveau canal de communication qui, j'espère, ce nouveau support qui, je l'espère, sera maintenu et pourra être
avec une certaine fréquence pour qu'on puisse aider à soulever les problèmes de terrain et monsieur le député à trouver des solutions. Donc, en ce qui se concerne les binationaux, il y a des problèmes évidemment communs et d'autres spécifiques. Et là, au contraire, les problèmes de prise de rendez-vous peuvent exactement arriver au consulat, parce que l'idée, ce qu'on nous demande beaucoup à l'association des luso-descendants, c'est d'inciter les binationaux à s'inscrire au consulat. Évidemment, les nationaux aussi, il y a tout intérêt pour qu'il y ait on nous explique qu'il y a des temps d'attente importants au consulat pour avoir des rendez-vous, parce qu'il n'y a pas assez le nombre d'inscrits au consulat de France au Portugal est très inférieur, on estime 2/3 inférieur à la réalité des résidents. Donc évidemment, les agents consulaires qui sont en place correspondent à un certain nombre d'inscrits, 13 000 ou 17 000 de mémoire. Il y a 6 agents consulaires. S'il y avait 50 000 ou 80 000 selon certains chiffres inscrits au consulat, la France devrait évidemment envoyer triple d'agents consulaires. On aurait moins à attendre. Donc, j'essaye de faire ce travail, évidemment, incitant les franco-portugais aussi à s'inscrire. Mais voilà le problème, c'est si pour eux qui ont aussi la nationalité portugaise, les questions administratives sont rapidement réglées, il n'y a pas les mêmes problèmes au niveau des administrations portugaises. Quel serait leur intérêt, d'avoir aussi une relation difficile avec l'administration française en ayant aussi des difficultés à avoir leur papier au consulat. Mais bon, ça c'est juste pour continuer sur cette question administrative. Mais la question que je voulais surtout poser à Monsieur le député, c'est savoir quelle est dans votre politique, notre stratégie et tactique pratique au quotidien, la politique que vous souhaitez ou avez déjà mis en place pour justement convaincre ces binationaux à maintenir ce lien administratif, affectif, culturel, tout ce que vous voudrez, avec la France. De mon côté, je vous dis, je le fais. J'essaye de convaincre le maximum de personnes à s'inscrire, bien que c'est pas facile du fait aussi de la question administrative. Et quand je le fais d'autres formes, par exemple culturelles, et là je citerai un exemple très précis. Je l'ai déjà fait par le passé, je voulais juste te dire ça. Il y a eu une politique de terrain très effective du temps de Aude Amorim, la dernière consul de France à Porto, où évidemment sont concentrés, on le sait de forme empirique, le plus grand nombre de binationaux. Ils sont dans les villes et villages d'où est sorti le gros de l'immigration portugaise dans les années 60. Et on avait fait à ce moment-là tout un travail entre le consulat et mon association d'aller à l'encontre géographique de ces descendants, depuis Viana do Castelo jusqu'à Miranda do Douro. On avait vraiment couvert tout le nord. Maintenant, on le sait, il n'y a plus de consul général et vraisemblablement il n'y aura plus jamais à Porto. Donc, est-ce que le député peut là avoir un rôle, aura le temps en tout cas dans ce mandat d'avoir un rôle par rapport à ça? Donc voilà, c'était la question. Moi, j'ai essayé de le faire aussi de forme associative. Ce que je dis, il y a cette théorie, on nous demande ça, il faut que les binationaux se maintiennent liés, c'est une volonté politique. Et puis après, dans les faits, je vous donne un tout petit exemple pour terminer. J'ai fait avec l'association un concours staff pour proposer un programme sur la présence portugaise à la Première Guerre mondiale. Et ce qu'on m'a répondu, en fait, c'est que l'intérêt, en fait, n'est pas assez franco-français. Voilà. Donc, évidemment, pour une association de luso-français, enfin, de luso-descendants en général et de luso-français en particulier, c'est dur de faire des programmes que franco-portugais, franco-français. Voilà. Il y a un décalage entre la théorie et la pratique. Et qu'est-ce que vous, dans votre stratégie et politique, vous proposez comme solution? Merci. Donc, effectivement, pour ce qui est du staff, malheureusement, les règles disent que les subventions doivent être données pour des projets qui s'adressent exclusivement à des citoyens français. Alors, ça ne dit pas que ça ne peut pas être des binationaux, mais si dans les critères d'appréciation de l'administration, il y aura effectivement le fait que les citoyens français soient bien au premier rang des bénéficiaires. Donc, j'imagine pourquoi ils ont utilisé cette excuse. Ceci dit, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas bénéficié de crédit staff, et c'est quelque chose sur lequel chaque année on doit se battre, et je suis sûr que vous avez pu parler avec le conseil consulaire
et le président du conseil consulaire sur ces sujets-là. Et il s'agira peut-être d'ajuster un peu le discours et le dossier l'an prochain pour avoir un peu plus de chance. En tout cas, on l'espère. Ensuite, sur ce qui est de continuer à permettre à la communauté binationale de se sentir rattachée à la France, effectivement, ça passe notamment par le fait d'avoir des papiers français. Et dans ce cas-là, comment fait-on pour leur permettre d'avoir des créneaux et là, on est au cœur de ma stratégie de député des Français du Portugal, puisque non seulement je me bats pour qu'il y ait une dématérialisation du renouvellement de passeport qui se fasse, à savoir qu'on arrête de nous imposer d'avoir des rendez-vous physiques à Lisbonne, mais plutôt qu'on nous offre l'opportunité de faire la réunion à distance sur un téléphone ou sur un ordinateur. Et ça serait dans le cadre de renouvellement de passeport et ça serait réservé uniquement aux personnes qui seraient inscrites au registre des Français de l'étranger. Donc, ça fait deux manières d'inciter les gens, ceux qui veulent maintenir leur… continue. Il ne s'agit pas de maintenir la nationalité parce que la nationalité française, on ne la perd pas. Mais ceux qui veulent maintenir des papiers à jour auront plus de facilité pour le faire. Et en plus, s'ils veulent le faire, en revanche, ils devront s'inscrire au consulat, ce qui ne coûte rien, mais ce qui leur permettra d'être plus au fait des activités de la communauté française, des élections, etc. Alors maintenant, la question, c'est quand est-ce que cette dématérialisation des rendez-vous de passeport, de renouvellement de passeport aura lieu? Ça a pris du retard. J'ai interrogé encore très récemment le gouvernement à ce sujet. J'ai fait parvenir, je pense, à la plupart des Français du Portugal, une vidéo de mon intervention et de la réponse du ministère. Maintenant, on nous dit que ça commencera au 1er mars 2024. Donc, il nous reste 10 mois à attendre pour pouvoir bénéficier de cette opportunité. Ensuite, on fait l'hypothèse que ça pourrait être étendu à d'autres pays, notamment à l'Espagne, qui l'attend aussi avec impatience parce qu'on a les mêmes problèmes que vous de capacité et de manque de créneaux disponibles. Et donc, je vous assure que moi, là, c'est vraiment l'axe numéro 1 de ma stratégie afin de maintenir les Français du Portugal et les binationaux à jour en termes de leurs papiers, de leur inscription au consulat. Et ça passe notamment par le fait d'avoir cette dématérialisation. Avec la question de la priorité, c'est ça? Priorité avec sur la liste. Priorité aux inscrits. Et ça sera pour la dématérialisation et ça ne sera jamais pour les rendez-vous physiques, vous pensez? Non. Mais ça sera pour les rendez-vous dématérialisés. D'accord? Pour ceux qui veulent refaire papier sans avoir à se déplacer à Lisbonne, il faudra être inscrit. Et l'inscription peut se faire très rapidement sur Internet, comme vous le savez. Et donc, on espère que ça va inciter les uns les autres, et en particulier les binationaux qui veulent renouveler leur documentation à moindre effort, sans avoir à voyager jusqu'à Lisbonne depuis Porto. On espère que ça les incitera à s'inscrire. Très bien. Au moins, c'est concret. Maintenant, si c'est un enfant qui vient de naître, lui, il n'est pas encore inscrit. Donc, lui, il risque d'attendre plus de 18 ans. Bon, au moins comme ça, voilà, on va attendre qu'il ait 18 ans pour pouvoir s'inscrire. Bon, j'ai d'autres questions qui sont arrivées. Une info. Alors, évidemment, on avait un point qui avait été abordé. Puis je pense qu'évidemment, on aura l'occasion de refaire d'autres émissions avec vous, monsieur le député, donc ce qui permettra évidemment à d'autres personnes de venir s'exprimer sur les différents sujets. On a déjà abordé quelques sujets et qui sont des sujets importants. Donc, en fait, j'ai une demande qui est sur le lycée de… Voilà, suite à une info sur le lycée de Villanueva de la Canada en Espagne et le déconventionnement, qu'en sera-t-il des lycées français au Portugal? En gros, ne risque pas de voir la même chose demain à Porto. Non, écoutez, il se passe sur le réseau espagnol, effectivement, il y a deux questions qui se posent sur deux lycées spécifiques, un Villanueva de la Cañada et un autre à Alicante. Pour l'instant, on est qu'au stade des rumeurs et que le déconventionnement, ça ne veut pas dire une sortie du réseau, ça veut dire un réajustement des conditions de collaboration avec le réseau AEFE. D'accord ? Notamment, donc on change les conditions d'accès à des formations,
on change les modalités du soutien financier. Donc, c'est pas aussi dramatique que certains veulent le laisser apparaître. Mais effectivement, ça a des conséquences, ça peut avoir des conséquences. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pour ceux qui ont reçu la newsletter aujourd'hui, vous verrez en haut de la newsletter mon courrier assez, on va pas dire brutal, mais assez direct à la direction de la MLF, qui exige qu'une phase de concertation et de travail en commun soit mise en place afin que les communautés scolaires puissent être impliquées dans toute réflexion qui est trait à un déconventionnement éventuel de ces deux établissements. À ma connaissance, la question ne se pose pas pour Porto, qui est un établissement qui se porte très bien, qui n'a pas les mêmes problématiques que Villanueva et que Alicante. Mais en tout cas, je vous assure que nous, on est très vigilants quant à ce qui se passe sur les lycées français et que moi-même, je m'assurerai toujours en tant que député que les choses se fassent de la meilleure manière possible pour l'évolution des lycées. D'ailleurs, je serai à Porto ce vendredi et ce samedi pour le 60e anniversaire du LFIP et on compte célébrer notamment l'inauguration de nouveaux bâtiments qui démontrent bien que ce lycée a la capacité de croître, a la capacité d'investir et qui continue à bénéficier du soutien de l'AEFE et de la MLF. Donc sur Porto, il n'y a pas d'inquiétude et jusque-là, tout va bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, monsieur le député. Je vais juste rappeler une information, évidemment, qui nous a été transmise d'ailleurs par Yann Sayar, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, je vais donner évidemment votre mail si les gens souhaitent s'adresser à vous directement. stéphane.vogetta@assemblée-nationale.fr. Je pense que voilà, on le redonnera bien entendu d'une manière très claire aussi sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent évidemment prendre contact avec vous. Bon, il est 19h05, on est en direct, il est 19h05 au Portugal, il est 20h05 pour vous qui êtes à Paris aujourd'hui, et puis pour les gens qui nous écoutent, peut-être en Espagne, peut-être dans d'autres. On a abordé certains sujets, il y a peut-être encore d'autres sujets qu'on aurait pu aborder, mais bon, on essaie de se donner à peu près une heure et puis de ne pas trop dépasser, parce que je pense qu'évidemment, vous avez aussi un emploi du temps, et Dieu seul sait s'il est chargé, surtout actuellement. Donc, voilà, monsieur le député, je vous donne la parole pour conclure. En tout cas, de notre côté, au niveau de la French Radio et de BJUC.live, merci beaucoup pour vous prêter évidemment, et comme a pu le dire Emmanuel Afonso, pour vous prêter évidemment à cette expérience de venir nous prendre la parole évidemment et de parler en live à la communauté. Donc, merci. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres à différents moments de l'année, lorsqu'évidemment il y aura des éléments importants en termes de communication. Sachez que vous êtes toujours le bienvenu évidemment sur notre antenne et on vous laisse évidemment. Écoutez, en conclusion, je vais vous mettre dans le chat le numéro sur lequel vous pouvez me joindre par WhatsApp, la ligne directe WhatsApp avec votre député. Je m'engage. Alors, je ne réponds pas au téléphone sur cette ligne, ça serait trop contraignant puisqu'il y a 11 000 personnes qui sont déjà abonnées. Donc, je réponds pas au téléphone. En revanche, je m'engage à répondre aux messages WhatsApp sous les 24 heures. Donc, je vous laisse ce numéro. Ça fait partie des moyens que j'ai effectivement de rester en contact avec chacun de mes administrés malgré la distance. Et je vous encourage tous à me contacter à travers ce numéro ou à répondre tout simplement aux newsletters que vous avez reçus, utiliser le courrier, l'adresse de courrier électronique que vous avez vu ici. Et à l'évidence, vous le savez, j'ai un agenda qui est très chargé, beaucoup d'actualités qui s'enchaînent. On va avoir à nouveau des visites. Comme vous savez, j'avais accompagné Elisabeth Borne à Lisbonne il y a quelques mois et maintenant elle vient à Madrid. On a aussi la présidente de l'Assemblée nationale qui va se déplacer en Espagne. On a beaucoup de visites. D'ailleurs, je serai à Porto, comme je vous l'ai dit vendredi. Et malgré ça, on essaye quand même toujours de répondre le plus rapidement possible aux interpellations des administrés, des électeurs. Surtout quand il y a quelque chose de concret qu'on peut faire, écrire à un ministre, interpeller une administration, faire débloquer un dossier. Eh bien, mon équipe est là pour ça et on continuera à le faire. Donc, n'hésitez surtout pas à continuer à m'interpeller par tous les moyens disponibles. Nous répondrons à chaque fois.
Merci beaucoup, monsieur le député. Je rappelle aussi que cette émission est enregistrée, donc le replay sera disponible et donc permettra évidemment à toutes les personnes qui le souhaitent de pouvoir retrouver cette intervention, cette prise de parole en public où évidemment les administrés peuvent directement s'adresser à leurs députés, ce qui est évidemment un bon signe de démocratie et qui est important aujourd'hui pour justement les personnes qui sont un petit peu à une certaine distance, évidemment, comme on peut le vivre. Et comme nous le disait d'ailleurs Emmanuel Afonso, je lis ce qu'il nous écrit, plus rapide que Solvit, bravo. Voilà, pour la communication du numéro de téléphone, je pense que c'était en rapport. Merci, monsieur le député. Le dernier mot, allez, votre dernier mot. Et puis, écoutez, je vous remercie à tous de vous être connectés et à ceux qui sont à Porto et qui participeront ce vendredi aux cérémonies, aux divers événements de commémoration, enfin de célébration du 60e anniversaire du lycée français international de Porto. Je vous dis à vendredi. Et à tous les autres, à très bientôt à Lisbonne, en Algarve, à Porto ou ailleurs. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, on était en direct sur la French Radio, bien entendu sur BJOC.live où on organise des lives en direct, comme on vient de le faire aujourd'hui. On rend l'antenne pour repasser dans notre session musicale sur la French Radio. Merci à tous aujourd'hui pour avoir été aussi nombreux, en tout cas poser vos questions à toutes les personnes qui ont pu intervenir. Et vous pourrez bien entendu vous retrouver cette émission, comme j'ai pu l'annoncer il y a quelques instants, en replay sur BJOC.live et en même temps elle sera indiquée, évidemment, elle sera communiquée aussi sur la French Radio dans les prochaines 48 heures. Merci beaucoup à tous, bonne fin de journée, merci, passez une bonne soirée, il fait beau au Portugal, profitons-en. Au revoir. La French Radio, Portugal.